Hello à tous, alors du coup on se retrouve pour un petit update lecture de mes lectures que j'ai plutôt pas mal aimées du mois de décembre et janvier. Du coup je vais le faire du plus vieux au plus récent. Donc je vais vous présenter le livre, la maison d'édition, l'auteur, le résumé, et je vais vous dire mon avis dessus, ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pu ne pas aimer, mais là c'est surtout des livres que j'ai appréciés. Donc voilà. Zibardi. Alors, on commence avec... Alors, c'est super cool d'avoir une lampe, c'est bien, mais... Voilà, j'ai une nouvelle lampe, je teste, pardon. Voilà, ça brille. Ouh. Donc, Le sort qui nous lie de Geneviève Gornichec aux éditions de Saxus. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, vos destins sont liés. Dans la Norvège du temps des Vikings, 3 jeunes filles partagent leur amitié et leurs rêves. La jeune Odeni aspire à une vie paisible, contrairement à sa sœur Signy, qui rêve d'aventure et de liberté. Leur amie Gunhild, quant à elle, veut pratiquer la magie, quoi qu'en pense sa famille. Lorsqu'une prophétie révélée par une devineresse les condamne toutes les trois à connaître la violence et la mort, elles se jugent de toujours s'entraider afin d'échapper à ce triste destin. Des années plus tard, un raid va faire basculer leur vie dans la tempête. Gunhild, qui avait quitté leur village natal pour apprendre la sorcellerie, va porter secours à ses amis afin de respecter leur pacte. Prise entre de dangereuses luttes de pouvoir au sein des clans vikings et pourchassée par des sorcières aux sombres desseins, leur lien sera mis à rude épreuve d'une manière qu'aucune n'aurait pu imaginer. Voilà. Donc moi j'aime énormément tout ce qui touche à la mythologie viking. Donc c'était sûr que j'allais renchaîner avec le deuxième livre de Geneviève Gornichec. J'avais lu Cœur de sorcière, où ça parlait justement de ce nom est insupportable, je vais le mettre en petite écriture en dessous. Donc l'histoire de la sorcière qui a été l'amour de Loki et qui a engendré Hel, Fenrir et Jormungand. Et du coup dans ce livre-là, on va plus en apprendre sur la sorcellerie viking en tout cas. On va suivre une jeune fille qui va un jour rencontrer une dite chamane à peu près. Et du coup elle va demander à cette chamane de la prendre avec elle afin que cette dernière soit son apprentie. Et après, donc plusieurs choses vont se passer. Un raid viking va faire que les deux personnes qu'elle connaissait, avec qui elle était amie petite, vont avoir un problème avec ce raid, donc leur famille va être décimée. Et elles vont devoir s'en sortir. Donc Gunhild va essayer de les aider du mieux qu'elle peut, mais un événement avec d'autres sorcières va arriver, et du coup ça va être le bordel. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre ? Eh bien, tout ce qui tournait autour de la mythologie viking, on parle pas mal aussi de leur manière de vivre, que ce soit sur les bateaux, sur terre. Donc, leurs camps, l'établissement des camps, comment ils sont dispersés, comment ils se font payer. Et l'écriture de Geneviève, elle est toujours très fluide. Donc là, contrairement à l'autre livre que j'avais lu, il me semble... Ouais, là on a vraiment des séparations par chapitre. Alors que le premier livre de l'autrice, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de chapitre, enfin c'était vraiment en continu. Donc la lecture, elle se fait de manière beaucoup plus rythmée. Donc le monde, c'est... Voilà, on le connaît, hein, c'était un monde à l'époque, mais c'est pas quelque chose d'inconnu pour nous. Les personnages sont vraiment très bien écrits, que ce soit les trois. On va surtout en suivre deux d'entre elles. Elles ont toutes une personnalité très différente et qui au final va évoluer au fil du livre. Que ce soit leurs a priori également sur plein de choses, parce que du coup c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Donc elles vont apprendre sur le tas ce que c'est de faire des raids avec des vikings, ce que c'est de voyager, d'être en mer... d'avoir par exemple d'avoir des problèmes de femmes sur un bateau viking, hein, c'est pas forcément le plus simple. Mais c'est intéressant par contre qu'elle ajoute des petits... C'est pas énorme, mais à chaque fois qu'elle ajoutait des petites actions ou des petits couacs de femmes
qui pour nous sont des couacs de tous les jours, mais on se dit mais à l'époque comment elle faisait, et bah voilà, là on en apprend un peu plus et c'est vachement sympa. Donc je recommande fortement ce livre à toutes les personnes qui apprécient tout ce qui est dans l'univers viking. C'est une fantasy viking très très bien. Enfin, je sais que c'est une autrice que je recommande énormément parce qu'elle, que ce soit ce livre-là ou l'autre, à chaque fois ça travaille beaucoup sur la mythologie, on en apprend pas mal et c'est très intéressant. Deuxième livre. Donc je l'ai pas sur moi, donc comme d'habitude je mets une petite photo. C'est Dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire aux éditions 10-18. Alors, le petit résumé. Puant, ivre, brutal et sanguinaire, Henry Drax est harponneur sur le Volunteer, un baleinier du Yorkshire en route pour les eaux riches du cercle polaire arctique. Patrick Sumner, un ancien chirurgien de l'armée traînant une mauvaise réputation, n'a pas de meilleure option que d'embarquer sur le baleinier comme médecin. En Inde, pendant le siège de Delhi, Sumner a cru avoir touché le fond de l'âme humaine et espère trouver du répit sur le Volunteer. Mais pris au piège dans le ventre du navire avec Drax, il rencontre le mal à l'état pur et est forcé d'agir. Alors que les véritables objectifs de l'expédition se dévoilent, la confrontation entre les deux hommes se jouera dans l'obscurité et le gel de l'hiver arctique. Donc ça c'est c'est un livre que j'ai d'abord vu en série. Voilà, on a eu une petite série d'une saison, une mini-série qui était vachement sympathique, qui était très bien adaptée du coup, enfin qui était très bien par rapport au livre. Donc, je regarde un peu mes notes parce que des fois j'oublie des choses, évidemment. Donc là, on va suivre principalement Patrick Sumner. On a peut-être 1 ou 2 chapitres sur Henry Drax. Donc on voit que c'est plutôt une brute épaisse qui n'a pas peur de mettre des petits coups de couteau en fufu pour pouvoir pour se venger d'une personne qu'il n'a pas appréciée ou pour plein de choses dégoûtantes, hein, on va pas se mentir. Henry Drax c'est loin d'être un enfant de cœur, donc âme sensible, s'abstenir pour la lecture de ce roman je dirais, parce qu'il y a une ou deux scènes quand même qui sont assez violentes. Et du coup il est en tant qu'harponneur, parce qu'il est plutôt bon dans ce qu'il fait, et Patrick Sumner, donc qui a vécu la guerre en Inde, lui va en fait il cherche à changer à changer d'air, parce que depuis la guerre il est un peu traumatisé, il a pas envie de retourner, enfin il ne peut pas retourner non plus dans l'armée, de toute façon ça on l'apprend au cours du récit pourquoi, et il va du coup se dire il continue un peu de se droguer avec des médicaments, il se dit que en allant sur un baleinier il sera tranquille à peu près, mais bon c'est loin de se passer comme ça, parce que malheureusement un événement va faire que un malheur va arriver sur le bateau, et tout le monde va se dire bon qui est-ce qui a pu faire ça, pourquoi il a fait ça, et c'est un peu la panique parce que c'est un peu une faute assez grave, et on parle pas juste de se murger la tronche sur un bateau, hein, évidemment. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que j'en ai appris beaucoup sur la chasse aux baleines à l'époque, sur la vie sur les bateaux également, parce que du coup c'est assez bien décrit, et par contre dans la série, ce qu'on nous montre beaucoup c'est la chasse et le dépeçage de phoques, ainsi que la chasse d'une baleine. C'est pas hyper joyeux à voir, c'est pas un livre très joyeux non plus, on va pas se mentir. Mais il y a beaucoup d'événements qui sont crus, mais qui ont totalement leur place dans le récit, qui sont intéressants et qui amènent tous leur pierre à l'édifice. Donc moi j'ai trouvé ça très très sympathique à lire. Et à un moment, Patrick va être seul en Arctique, enfin il va se passer quelque chose. Donc justement dans le... Quand on nous parle justement des véritables objectifs de l'expédition, on se doute bien du coup que ce n'est pas la chasse à la baleine, c'est autre chose, et ça nous montre également ce qu'il pouvait y avoir comme tentative de fraude à l'époque avec des baleiniers, avec des bateaux. Patrick va essayer de se venger d'Henry Drax, enfin de venger quelqu'un d'Henry Drax. Et ça va être un peu une chasse à l'homme. En fait pendant la moitié du livre, ils vont cohabiter. Donc pendant la première moitié du livre à peu près, on va suivre vraiment l'évolution sur le baleinier, la chasse, tout ce pourquoi il est monté sur ce bateau. Et après, à partir à peu près de la moitié du roman, ça vire complètement de bord.
Et là, ça va être excursion non prévue arctique, comment survivre là-bas, avec le peu de moyens qu'ils ont, et comment ça va se terminer pour eux. Voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant à lire, c'est un beau roman d'aventure-drame que je conseille aux personnes fans du genre. Ensuite, nous avons Le Familier de Leigh Bardugo aux éditions Sabran. Le destin peut être changé, les malédictions peuvent être brisées. Au XVIe siècle, à Madrid, Luizia Cotado utilise sa magie pour venir à bout de ses corvées de fille de cuisine. Quand la maîtresse de maison découvre ses pouvoirs, elle y voit un moyen de redorer son image à la cour. Mais les tours qu'elle exécute au plus grand des plaisirs des nobles deviennent un jeu dangereux pour Luizia lorsqu'elle attire l'attention d'Antonio Pérez, premier secrétaire du roi. Ce dernier est prêt à tout pour offrir un avantage stratégique au souverain, encore sous le choc de sa défaite contre la reine Elisabeth d'Angleterre. Fait qui s'est réellement passé. Luizia plonge alors dans un monde d'hommes, de foi et d'escrocs aux côtés de Guillen Sant'Angel, un être immortel à la sinistre réputation qui l'aidera à parfaire sa magie. Terrifiée à l'idée que ses origines juives soient révélées à l'Inquisition, elle devrait utiliser toute sa ruse si elle espère survivre aux intrigues de ce monde où la corruption se cache sous la moindre feuille d'or. Donc là, on se retrouve en Espagne, au XVIe siècle. Et on va suivre Luizia, donc on va voir qu'au début, ces petits tours de magie, ils sont pas anodins parce que c'est de la magie, mais elle va du coup nous montrer qu'elle peut dédoubler le pain ou faire des choses comme ça, essayer de faire raccommoder une robe sans utiliser ses mains. Donc elle va utiliser des petits tours de passe-passe comme ça, mais un jour la maîtresse de maison elle va découvrir tout ceci, elle va un peu lui tendre un guet-apens afin de voir si elle est vraiment magicienne ou non. Elle s'en est rendue compte que oui. Donc c'est une histoire qui nous parle aussi un peu de la place des femmes au XVIe siècle en Espagne. Donc reste à la maison, sors pas dehors sans ton mari, choses comme ça. Et c'était très intéressant de voir que Luizia, justement, on avait la vision un peu de trois femmes différentes. Une fille de cuisine. On avait la vision un peu de sa maîtresse, la maîtresse de maison, qui elle est un statut un peu plus haut. Et après on avait des femmes un peu plus riches également, qui elles avaient un meilleur statut, qui pouvaient se déplacer comme elles le souhaitaient sans mari, elles s'en moquaient, il n'y avait aucun problème. Mais par contre, il y a toujours le joug des hommes qui entre en compte, surtout au niveau de la sorcellerie. Et là, on va suivre Luizia qui va justement, plus elle va monter, on va dire, dans ce qui est la société, plus elle va se dire « Ah, là, faut faire attention » ou bien là, on essaye trop de me prendre pour une cruche, je peux montrer que je peux mordre moi aussi. Donc ça va être super intéressant de suivre Luizia dans ses péripéties, hein, on peut pas appeler ça autrement. Et également, Guillem Saint-Angel est un personnage excellent, appelé le Scorpion, qui lui du coup est un être immortel qui a passé un pacte avec un démon. Et va du coup être sous le joug d'une autre personne qui va se servir de la magie qu'il avait en lui, c'est-à-dire une magie de chance. Et on va voir comment ces deux personnes vont réussir à ne plus être sous cette emprise. Donc c'est un roman qui décrit parfois les rues de Madrid, c'est très sympathique, on s'y croirait. Hein. Je trouve la description des maisons, des palais très jolie. Et l'écriture, en fait comme d'habitude, pour moi Leigh Bardugo, j'avais lu La 9e maison, et Jusqu'en enfer, et je trouve sincèrement qu'elle a une très belle écriture, et en plus ce livre là c'était un one shot, donc c'était vraiment très bien à lire, un bon début, une bonne histoire et une fin que j'ai appréciée. Voilà, je vais vous parler de Mémoire de la forêt tome 4, la saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud et Sanoé aux éditions L'École des loisirs 9. Autour de la famille Renard, on s'active aux préparatifs de l'anniversaire des 80 ans de la librairie de Belle-Écorce quand soudain une branche craque. C'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre, mais ça, Ernest Renard ne peut s'y résoudre. Le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère Anouchka. S'il disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira encore un peu plus. À moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Anouchka lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle.
Sa quête à travers la forêt lui réservera bien des pépins et la vie à croquer. Donc comme les 3 précédents tomes, celui-ci est juste superbe. Il est aussi assez triste parce qu'à chaque fois il y a des... En fait ce que j'aime bien dans ce roman jeunesse, enfance même, c'est qu'à chaque fois il y a une lecture qui est assez simple et enfantine, mais d'un autre côté, même en étant adulte et en lisant, ça matche super bien, c'est très émouvant. Donc là on va voir du coup justement le petit Ernest qui a perdu sa maman. Et du coup, c'était une artiste et il y a des peintures d'elle, il y a ses ateliers, ses affaires de peinture dans la maison. Et du coup, il est en mode, non, moi je veux pas déménager. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'emboîter et qui vont justement faire un surplus. Et du coup, tout ce qu'il va vouloir faire, c'est trouver un moyen, entre guillemets, magique de faire en sorte que la maison, elle tienne le choc et qu'il n'ait pas besoin de déménager. Et du coup, il va être aidé par une de ses amies pour ça, pour cette petite aventure. Donc là, on n'est plus avec notre cher Archibald du tome 1, là on est avec son petit-fils. Et c'est très très doux, mignon, attentionné, on y revoit Tortim, on y revoit on y revoit tous les personnages du premier tome et c'est très touchant, mais c'est toujours un peu triste aussi parce que, voilà, on sait qu'ils ont tous des maladies comme l'oubli-tout. Je crois que c'était l'oubli-tout. Donc il reste encore 3 livres à vous présenter, dont le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence aux éditions Bragelonne. Donc ça c'est un cadeau de mon frère, merci beaucoup. Donc ça c'est un peu plus un petit pavé, on va pas se mentir. La plus fabuleuse des histoires peut attendre les étoiles. Évar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira, vivait aux confins de la civilisation où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, cœur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer, dans la bibliothèque leurs chemins se sont pourtant croisés, leurs histoires s'entrelacent alors à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler. Donc ça c'est le premier tome d'une trilogie, donc le premier tome qui est sorti, le deuxième pas encore, du moins en France. Et donc c'est un monde qui est extrêmement riche, qui est très bien utilisé, du début à la fin on en découvre sans cesse dessus. On va découvrir du coup comment ils vont se croiser, nos chers Évar et Lyviria, au sein d'un espèce de bassin, et ils vont se rencontrer et ils vont commencer à avoir une relation d'amitié qui va qui va évoluer. Et c'est très touchant, les personnages sont extrêmement bien écrits. Lyviria, on la suit à partir de ses 14-15 ans je crois, et elle va évoluer tout du long. Donc normalement elle n'est pas censée arriver au poste de libraire, mais grâce à une personne qui l'a repérée pendant un événement spécial, elle va avoir accès à ce poste qui est très important et qui donne accès à énormément de connaissances différentes. Parce que Lyviria, elle s'est rendue compte qu'elle avait une facilité de compréhension, d'appréhension et de capacité à apprendre. Et notre cher Évar, lui, il est coincé dans une bibliothèque et il est avec, je ne sais plus combien, 5 ou 6 autres personnes, et ils sont tout seuls. Ils font pousser des légumes dans la bibliothèque comme ils le peuvent avec des petites graines et la fontaine qu'ils ont, et c'est tout. Et ils repoussent ce qu'ils appellent des invasions, donc c'est des... Enfin je vais pas tout vous raconter parce que c'est assez complet et complexe aussi, donc ça va être très bourrage de crâne pour vous. Mais on va voir que le but de ce livre c'est de parler de l'acceptation de l'autre, donc que ce soit homme-femme, femme-homme, d'autres races, ici on parle de races différentes. Voilà. Donc on va découvrir un monde de fantasy qui est très intéressant,
qui est très complet et qui continue à parler de l'acceptation des différences des autres, de ne pas juger sur le passé d'une civilisation et d'avancer, de faire la paix pour que tout le monde soit content, voilà, tout simplement. Ensuite, un petit roman vachement plus doux et facile, c'est Chicken Mate de Ali Hazelwood aux éditions Gallimard Jeunesse. Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs. Cette passion a détruit sa famille. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Face à elle, Nolan Sawyer, le régicide, champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Les coups s'enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant et très attirant. La partie prend alors un tour inattendu. Donc là on va suivre Mallory qui ne veut plus jouer aux échecs parce qu'il y a eu un passif avec son papa dans l'histoire. Voilà. Donc elle veut pas y jouer parce qu'elle veut pas inquiéter sa maman, elle veut pas inquiéter ses sœurs, elle veut pas remuer le couteau dans la plaie de ce qui s'est passé avec son père. Du coup elle est en mode non, je veux plus faire d'échecs. Et un jour, bam, elle va rejouer aux échecs, évidemment. Et en rejouant aux échecs, elle découvre le champion actuel et bam, elle le bat. Donc lui il est sur le cul, il est en mode enfin quelqu'un d'intéressant contre qui jouer. Voilà, donc lui il va essayer de la chercher, il va la retrouver, il va faire en sorte de pouvoir rejouer contre elle. Et là du coup on va, comme dans beaucoup de livres d'Ali Hazelwood, les personnes vont bien évidemment avoir une relation, la personne va avoir un peu un parcours du combattant pour aller mieux dans sa tête avant d'aller mieux dans sa relation. Mais ce que je trouve bien dans ces livres justement, c'est que la personne elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas de son côté, elle va essayer de l'arranger avant de vouloir entamer une relation. Donc en fait elle va essayer d'aller mieux, une voix de robot, d'aller mieux dans sa vie, d'aller mieux elle-même, déjà de s'aimer soi et d'aller mieux soi-même avant de vouloir aller partager sa vie avec quelqu'un d'autre, ses malheurs, ou bien partager les malheurs d'autres personnes. Ici on va surtout parler des non-dits entre les personnes, justement il faut parler. C'est con à dire, mais c'est pas si simple que ça pour certaines personnes. De la viralité que peuvent avoir les différents médias par rapport aux informations qui sont vraies ou fausses, qui sont toxiques ou non. De l'importance de croire en ses capacités et d'accepter l'aide qu'on nous propose. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dans ce livre, c'est que à un moment tout le monde lui dit bon écoute maintenant Mallory tu vas te poser et puis tu vas nous laisser t'aider. C'est pas toi de porter tout le malheur du monde sur tes épaules. Calmons-nous, on partage les tâches et vis un peu pour toi. Donc c'est un roman, en fait comme on peut le voir ici, j'aime bien Ali Hazelwood. J'ai pas encore pu me fournir celui-là en papier, mais c'est vraiment une autrice que j'apprécie énormément parce que elle fait passer un peu le self-love avant le love. Bon, il y a quand même du love, avec un peu de spicy, c'est ce qu'on aime, mais elle fait toujours passer le prendre soin de soi avant d'avoir une relation et je trouve ça vachement sympa. Et dans ce livre-là, qui est plutôt orienté young adulte que adulte par rapport aux autres là-haut, elle va ça va être vraiment très doux, très lent la relation avec Nolan, mais ça va être d'autant plus mignon à lire, je trouve. Et là nous arrivons sur le dernier livre. Je vais arrêter de vous parler. Sur cette petite pavasse, Kéléana, tome 7 à la Martinière Jeunesse. Alors je vais pas vous lire le résumé du tome 7 parce que ça spoil un peu beaucoup. Si vous avez pas encore lu la saga, là sincèrement vous avez toute la saga spoilée, on va pas se mentir. Donc je le tiens un petit coup mais je vais sûrement vite le poser parce qu'il est un peu lourd. Donc là c'est le tome qui a mis fin à la saga, c'est un tome qui est très très chouette. Il répond à toutes les questions, certains peuvent dire qu'il y a des facilités scénaristiques à la fin, mais faut pas oublier que c'est la première saga de l'autrice, et sincèrement, vu le world building de dingue qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu créer comme univers, comme relation, comme... c'est une folie. Enfin,
Sarajimas, je l'aime beaucoup, ça se voit pas du tout sur cette étagère, d'ailleurs, hein, non, du tout. Ici, donc on va retrouver Keleana, je vais dire Keleana, et du coup, ben, le but final, elle va se battre contre le grand méchant de l'histoire, vu que c'est la fin de la saga. En fait, j'ose pas parler du livre parce que je vais spoiler, c'est sûr, je vais balancer des dingueries. Et j'ai pas envie de spoiler aux gens qui l'ont pas lu, même si les 3/4 des gens se sont fait spoiler l'intégralité de Keleana juste avec les fanarts. Mais c'est un tome qui va créer énormément de relations entre différents personnages. Chacun d'entre eux va devoir mettre son poing dans sa poche et justement écouter un peu les autres, repenser à sa condition, à ce qu'il a dit, fait tout au long de la saga. Donc il n'y a aucun personnage qui n'est depuis le début inutile. Tous les personnages sont très bien écrits, tous les personnages font des actions qui ont des ascendances sur l'intégralité des autres tomes. Et justement, on le voit très très bien avec Keleana dans ce tome-là. Il faut que je lise le recueil de nouvelles, parce que justement dans celui-là, on se rend compte que Keleana, elle s'est fait beaucoup d'alliés. Ben, c'est dans ce recueil de nouvelles qu'elle se les a faites. Et tout au long des autres tomes. Donc ben, pour résumer, c'est un univers qui est extrêmement riche, les personnages sont très bien écrits, ont tous une superbe évolution à suivre, que ce soit physique ou mentale. Donc l'univers, j'ai dit qu'il était très bien, les différentes créatures, les différentes races ont des relations particulières entre elles, ont des relations qui peuvent être amicales ou qui peuvent être justement totalement l'opposé, je pense notamment aux Valgues. Et justement, ben, dans ce tome-là, j'ai eu un peu d'élan de compréhension pour une des méchantes. Je pense que vous saurez de laquelle je parle si vous avez lu le livre, ou même si vous savez qu'il y a une méchante, vous saurez de laquelle je parle. Et bah en fait j'ai trouvé ça bien que en fait tout n'est pas tout noir ou tout blanc pour tous les personnages. Chacun fait des actes bons, mais chacun fait des actes... Ah, c'est pas fou, c'est pas très bien, hein. T'as beau avoir fait le bien à côté, t'as quand même fait ça, c'est pas très... Voilà, c'est pas très joli. Donc Keleana, c'est vraiment une saga que je recommande. Alors moi j'ai pas du tout lu dans l'ordre de sortie des livres de Sarajimas au niveau des sagas, j'ai lu Akotar, après Crescent City et après Keleana. Et bah là on attend la suite d'Akotar, hein, à un moment donné là. Hein, on a hâte, on a tous hâte. Donc voilà, donc si vous cherchez une saga de fantasy avec des failles, avec des relations qui peuvent être chaotiques, mais les bonnes vraies relations, elles sont là dans le livre, hein. Les nice guys, on les aime bien. Et voilà, vive le sacrifice, vive la vengeance, vive le pouvoir, vive la magie. Hein, c'est, voilà, j'ai envie de dire Keleana, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu sur ces livres, de savoir ce qui m'a plu chez eux. J'aimerais bien savoir si vous avez lu certains de ces livres ou non, ou si ça vous a donné envie d'en lire, ou si vous n'avez pas aimé ces livres aussi. Je serais très intriguée de savoir pourquoi, très intéressée. C'est toujours intéressant d'avoir des différents avis sur les différentes lectures. Donc je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et à très bientôt.